Il y a 3 ans, j'avais exactement le profil de l'investisseur français sérieux. J'étais en CDI, j'avais un crédit, j'avais plusieurs apparts qui tournaient, des locataires en place, etc. Donc sur le papier, tout allait bien, mais quand j'ai fait mes calculs, après les impôts, après les frais de comptabilité, après toute la gestion qu'il y avait derrière, etc., j'étais un tout petit peu rentable alors que je mettais énormément d'efforts, que ce soit à chaque fois pour les travaux, et il y a des frais qui arrivaient de tous les côtés, etc. Donc je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à investir en France, sachant que je commençais déjà à m'intéresser à l'étranger, à m'expatrier, à regarder l'immobilier ailleurs. Et je me suis dit, bah écoute, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours, ce que je faisais en France, pourquoi je suis parti de France, ce que je fais maintenant et où je le fais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'habite à Dubaï et j'aide les francophones à investir à l'étranger, donc plus particulièrement à Dubaï, à Bali, en Thaïlande et en Géorgie. Si toi aussi tu cherches à t'expatrier ou simplement à acheter à l'étranger pour diversifier ton patrimoine, clique sur le premier lien en commentaire, je fais un audit gratuit de ta situation et ensuite on voit comment on peut travailler ensemble. Donc on va commencer cette vidéo par ce que je faisais en France. Réellement quand j'habitais en France, qu'est-ce que je faisais en tant qu'investisseur immobilier? Donc j'ai commencé par acheter un appartement dans le sud de la France, à Cannes. Donc de base moi je suis originaire des Alpes. Donc tous les week-ends quand j'avais 18 ans, je faisais l'aller-retour dans le sud pour rénover cet appartement parce que du coup je l'ai acheté en mettant le minimum d'apport possible. On était encore, quand j'avais 18 ans, donc il y a 6-7 ans, les taux étaient encore très bas. C'était assez simple au niveau de l'HCSF, donc le Haut Conseil de Sécurité Financière, de pouvoir faire des crédits à 110%, c'était pas du tout impossible. Du coup moi j'avais amené juste les travaux en apport de mon côté. J'avais pu acheter cet appartement, c'était du coup un T2, un 40 mètres carrés dans une petite résidence de standing très sympa, donc à peu près à 10 minutes de la Croisette en voiture. Du coup, je faisais les allers-retours tous les week-ends pour le rénover. Une fois qu'il avait été fini d'être rénové, je l'avais mis en location, donc je l'avais très bien mis en location. Par rapport au crédit que j'avais, du coup, j'avais réussi à l'avoir sur 25 ans parce que j'avais fait la technique de dire que j'ai emprunté pour une résidence principale. J'avais à peu près un crédit de 500-600 € par mois pour un loyer qui rentrait entre 900 et 1000 € par mois. C'est une fourchette puisque du coup, j'ai commencé à louer aux alentours des 850-900 € et plus les années avançaient et que les locataires partaient, j'augmentais le loyer et on a fini à peu près à 1000 € par mois de loyer. Donc c'était franchement un très bon investissement, il était en LMNP, au réel, pour ceux qui sont un petit peu renseignés au niveau des niches fiscales. Donc ce qui veut dire que je payais pas du tout d'impôts pendant à peu près 9 ans. Toutes mes charges venaient en déduction de mes loyers, il y avait aussi l'amortissement du bien, etc. qui rentrait en compte, donc c'était vraiment une très bonne affaire. Et 1 an et demi après, j'ai acheté un appartement dans la ville où j'habitais. Du coup à Grenoble, il était très bien placé, il était à côté de l'école du coup de management, j'aime. Donc très bien placé à Grenoble. C'est pareil, un T2 de 40 mètres carrés, même typologie parce que je connaissais vraiment ce marché-là. Parfait pour les étudiants, juste derrière l'école de commerce. On avait le tribunal qui était à côté, on était juste derrière la gare, donc c'était très accessible. Pareil, je l'ai rénové, j'ai mis à peu près 6 mois, 1 an pour le rénover, comme l'appartement à Cannes, parce qu'il faut savoir que pour les 2 appartements, du coup, j'ai fait toutes les rénovations tout seul. D'une part, pour maîtriser mes frais au maximum, parce que du coup, je divisais par 3 ma note de travaux à la fin. Et pour apprendre à faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu pour le coup. Donc voilà, 2e appartement, pareil, mis en location, cash flow positif, donc c'est tout ce que je cherchais. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est très bien, mais de 1, j'arrivais un petit peu à un plafond de verre, puisque je pouvais pas forcément emprunter, j'arrivais à mon maximum de taux d'endettement, les taux continuaient à augmenter, l'HCSF avait durci ses règles, ce qui fait qu'on ne pouvait plus dépasser le 35% de taux d'endettement, ce qu'on pouvait aisément faire avant en fonction du profil de notre investissement. Et comme j'avais un travail à côté, comme je faisais toute autre chose, je ne pouvais pas garder forcément cette activité aussi active que ça. Et si j'aurais voulu vraiment continuer à faire de l'immobilier en France et faire quelque chose de rentable, j'aurais dû créer une SCI, potentiellement créer une boîte de rénovation pour faire simplement mes propres rénovations, mettre une holding en place, vraiment faire un gros montage et vraiment faire du marchand de biens pour le coup. Mais du coup, c'est une activité à part entière. Chose que je ne voulais pas faire parce que du coup, j'ai une autre entreprise à côté qui me prend aussi du temps, etc. Et pour tout un tas d'autres raisons, j'ai commencé à me renseigner pour partir à l'étranger. Sauf que partir à l'étranger, on est obligé quand même fiscalement de se détacher de la France. Donc j'ai vendu un appartement, j'ai vendu mon 2e appartement et du coup je me suis expatrié. Les raisons de mon expatriation, elle est simple. Déjà en termes d'imposition en France, ça devenait vraiment un enfer fiscal. En termes de sécurité, sans parler de l'immobilier,
je me retrouvais plus du tout dans ce pays puisque tu peux pas sortir dans la rue, ma copine elle pouvait pas sortir dans la rue sans avoir le risque de se faire agresser, on peut pas porter une belle montre, on peut rien faire, d'autant plus à Grenoble ça devenait très compliqué. Au niveau de l'entrepreneuriat c'est pareil, ça devenait de plus en plus compliqué, les banques elles nous mettaient vraiment des bâtons dans les roues. La législation, en règle générale, ne me convenait plus du tout. Et en plus de ça, il y a la niche fiscale du LMNP qui s'arrêtait. Ce qui veut dire que j'aurais dû commencer à payer des impôts sur mes loyers, etc. Enfin bref, c'est vraiment un tout qui a fait que j'ai voulu partir, que ce soit personnellement ou professionnellement. Sauf qu'au début, ça me faisait un peu peur, parce que du coup, je me disais « Ah, mais du coup, le levier bancaire que j'avais en France, je le retrouverai pas à l'étranger. La stabilité aussi immobilière qu'on a en France, parce que c'est quand même un marché éprouvé, un marché stable. Franchement, la pierre en France, c'est sûr qu'il n'y a pas plus stable. Mais le contre-coup derrière, c'est que on a beaucoup moins d'opportunités et beaucoup moins de rentabilité. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, je vends mes appartements, je pars et je verrai sur place parce que je sais qu'il y a des opportunités. Par contre, il y en a beaucoup trop. Si on regarde juste les opportunités sur les réseaux sociaux, il y a des très belles opportunités tout le temps. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je pars de France et je me suis installé à Dubaï, donc en début 2024. En arrivant à Dubaï, du coup, j'ai fait des très bonnes rencontres. Franchement, c'est the place to be si on veut faire du business, si on veut faire n'importe quoi. Je sais que Dubaï, ça va pas correspondre à tout le monde, mais franchement, pour moi, tous les avantages de Dubaï, ils venaient combler complètement les avantages que j'aurais pu avoir en France. Donc la question, elle se posait plus du tout. Et c'est même pas forcément qu'une question de fiscalité. Parce que honnêtement, en termes de networking, en termes de confort de vie, en termes de n'importe quoi, Dubaï surpasse la France sur tous les points. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. On n'est pas là pour vanter les mérites de la vie à Dubaï. Mais voilà, du coup, je suis atterri à Dubaï. J'ai fait de très bonnes rencontres. Dans l'immobilier, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier à Dubaï. Donc j'ai commencé à faire des achats en groupe avec plusieurs autres personnes parce que l'immobilier à Dubaï, le ticket d'entrée, il est quand même assez haut et j'avais pas envie de all-in tout ce que j'avais à Dubaï. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de locatif ici, un petit peu d'achat-revente aussi en m'associant avec d'autres personnes. Et plus je rencontrais du monde, plus je me suis rendu compte que les gens investissaient pas que à Dubaï, mais aussi à l'étranger. Donc j'ai rencontré des gens qui commençaient à investir en Thaïlande, à Bali, en Géorgie, et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé aussi à investir de mon côté dans ces pays-là. Donc pas forcément en pleine propriété à chaque fois, c'est-à-dire que j'avais pas forcément le 100% des investissements. À chaque fois, je faisais un petit peu des investissements groupés, des tickets d'entrée du coup qui étaient un petit peu réduits, mais du coup les pourcentages de hausse étaient toujours en adéquation avec mon ticket d'entrée, donc ce qui était assez intéressant. Et donc comme ça, en 2 ans, j'ai pu investir dans ces 4 pays, essayer différentes manières d'investir, que ce soit l'achat-revente, que ce soit de la location court terme, de la location long terme, etc. J'ai pu me familiariser un petit peu avec tout ce qui était les financements, puisque les financements n'existent pas que en France. Et les financements bancaires à Dubaï existent largement. En Géorgie, on peut avoir des financements bancaires très facilement. En Géorgie, on ne va pas dépasser les 10 ans. À Dubaï, on va être sur du 20-25 ans comme en France. Après, en fonction de si on est résident ou pas, on va pouvoir plus ou moins emprunter en termes de LTV. Et par contre, tout ce qui va être Bali, Thaïlande, on va avoir des options de financement, ça va pas être des financements bancaires, mais du coup, on va avoir des options de financement avec des plans de paiement promoteurs. Ça fera l'objet, encore une fois, d'une autre vidéo. Mais j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait que, ok, la France, c'était cool, il y avait du financement, un petit peu une bonne stabilité immobilière. Mais quand on commence à sortir de France, on voit qu'en fait, il y a tellement d'autres opportunités. Il y a même des opportunités pour le bon père de famille qui veut avoir un investissement très stable comme il aurait pu avoir en France. Donc franchement, il n'y a aucune excuse à ce niveau-là. Du coup, pour faire un petit résumé, Dubaï, on va avoir un ticket d'entrée qui est quand même assez haut. En termes de cash, un appartement en dessous de 250 000 €, on va rien avoir. En termes d'apport, on peut évidemment mettre moins parce qu'on va pouvoir faire des financements, que ce soit à travers les plans de paiement promoteurs ou les financements bancaires. On va pouvoir aller chercher du 6 à 9% de rendement net. Donc c'est moins que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays, mais Dubaï c'est quand même un marché qui commence à être très mature, un petit peu comme le marché français. On a des prix qui se stabilisent, on a le gouvernement qui est derrière pour réguler vraiment tout ça. On a de plus en plus de régulation, que ce soit en termes de location, d'achat-revente, etc. Donc c'est vraiment une très bonne chose. On a toujours de très bonnes opportunités
un peu moins que ce qu'on pouvait avoir il y a 5-10 ans à Dubaï, ce qui est évident parce que le marché est de plus en plus mature, de plus en plus capitalisé. C'est des milliers de milliards de capitalisation ici. Donc voilà un petit peu pour le marché de Dubaï. Ensuite, on a Bali qui va être très intéressant pour les ROI. Donc on va être très facilement sur du 10-15% net sur de la location court terme. On va pouvoir faire aussi de l'achat-revente en achetant des terrains, en faisant construire et en revendant derrière. Exactement la même chose que Thaïlande. Bali et Thaïlande, on est vraiment très proches en termes de stratégie du coût d'investissement. On va aussi avoir tout le lifestyle qui est associé à Bali et à la Thaïlande, un coût de la vie qui est vraiment très peu cher. C'est des endroits du coup où on sait qu'on va pouvoir récupérer notre bien en vacances quelques semaines par an, donc c'est vraiment aussi un achat un petit peu plaisir à côté de l'achat 100% investissement. Du coup, Thaïlande, comme je vous ai dit, la seule différence avec Bali, on va avoir les mêmes objectifs d'investissement, mais on va avoir du freehold qui est beaucoup plus accessible qu'à Bali. C'est-à-dire qu'à Bali, du freehold, ça va être assez difficile. On va peut-être avoir 20% d'opportunités, voire un peu moins en freehold. Le reste, ça va être du leasehold qui est tout aussi intéressant. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à la différence de stratégie entre du leasehold et du freehold parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, en Thaïlande, on est plus sur du 50-60% freehold et le reste en leasehold. Donc c'est ça qui diffère un petit peu, qui est assez intéressant. Et ensuite, on a la Géorgie, qui est un marché vraiment nouveau, mais extrêmement intéressant, comme j'ai déjà pu en parler dans d'autres vidéos. On a des tickets d'entrée qui sont vraiment très bas, à partir de 50 000 USD pour un studio. Du coup, on a 15-20% d'apport à mettre. Donc on va être sur du 15 000 € d'apport. Il y a des plans de paiement promoteurs, il y a des financements qui vont aller jusqu'à 10 ans comme j'ai pu en parler. Donc Géorgie, extrêmement intéressant, que ce soit pour de l'achat-revente ou que ce soit pour de la location court terme, long terme. On a toutes les stratégies qui sont très intéressantes dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai découvert ces 4 pays où j'ai investi. Et je suis vraiment content, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets du coup de faire cet accompagnement pour les gens qui voudraient faire pareil, puisque du coup je peux me permettre d'apporter mes connaissances, d'apporter les erreurs que j'ai pu faire pour que la personne ne les refasse pas, d'apporter aussi mes contacts sur place, puisque du coup il faut savoir qu'à chaque fois c'est des contacts bancaires, c'est des contacts avec des agents immobiliers, c'est des contacts avec des personnes qui vont s'occuper de créer les sociétés sur place si c'est nécessaire dans le montage, etc. Des comptables, des sociétés pour la location du bien, etc. Donc c'est vraiment tout un package que j'ai pu découvrir et mettre en place au fur et à mesure que j'avançais dans mes investissements à l'étranger. Du coup, pour conclure cette vidéo, pour moi, la France, ça reste un bon endroit où investir, mais pas pour quelqu'un qui veut forcément gagner de l'argent. Ça va être quelqu'un qui va vouloir placer son argent, qui va pas en perdre, mais qui va pas forcément en gagner non plus. Je parle pas de quelqu'un qui veut pas vivre de l'immobilier, hein. C'est juste un placement. Il va faire ses 2-3% net par an, voire parfois brut, et c'est tout. Ça va être juste un placement passif, et voilà. Alors que quelqu'un qui veut gagner de l'argent avec l'immobilier, pas forcément qui veut y vivre, mais qui veut gagner, qui veut quelque chose de passif, en concurrence avec la bourse, on va pouvoir faire du 8, 10, 15% annuel net, ce qui est vraiment des investissements qui commencent à être très intéressants et dans le haut du panier des investissements. Moi, je vais plus du tout conseiller la France, mais je vais conseiller complètement l'étranger. Après, comme je vous ai dit, il y a un lien pour un audit gratuit en première ligne de description. On voit ensemble l'opportunité qui serait le mieux pour vous en fonction de votre profil, votre budget, vos objectifs. Et on discute de tout ça, donc premier appel complètement gratuit, et puis après on voit comment on peut travailler ensemble. Mais du coup, pour en finir avec la France, je pense qu'il reste vraiment un seul type d'investisseur qui va être très intéressant en France. Ça va être quelqu'un qui veut faire du marchand de biens, qui veut en faire son activité principale, qui va qui plus est avoir une boîte de rénovation associée pour maîtriser ses coûts en rénovation et quand même gagner du temps, mais ça va être une activité à part entière. Hormis ça, ça va être un profil qui veut juste du placement complètement passif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser toutes vos questions en commentaire. Et puis, il y a un lien en description si vous voulez me poser des questions sur Instagram, etc. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.